Parce que la vie t'apprend les bases des fois. Tout ce qui est TikTok, chiffres, possession, montre, Rolex, est-ce que c'est ça qui va te sauver la vie quand tu seras super vieux? Ou ça sera ta richesse, non pas en termes de possession, mais de mémoire. Rami, qui es-tu? Bien, déjà, merci de m'avoir invité, ça me fait vraiment plaisir ce type d'exercice. Écoute, moi je vais pas me présenter avec un titre de poste. Je vais par contre partager mon expérience que j'ai. Voilà, je vais avoir bientôt 25 ans et j'ai passé les 10-15 dernières années à chercher à comprendre qui j'étais, l'environnement qui m'entourait. Euh, j'ai un peu cherché à être avant de vouloir avoir. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va parler de thématiques comme l'identité par exemple, qui pour moi est cruciale, fondamentale. Et voilà, souvent on va directement chercher quoi devenir, mais on oublie qu'on est un être humain, on est une identité. Et je pense que ça peut être très intéressant justement de revoir les choses dans l'ordre. Et donc je vais partager mon expérience d'observation, voilà, de compréhension. Et de mon nombre. Alors oui, j'ai fait plein de métiers différents, donc l'expérience c'est la pratique dans un domaine, dans le sens courant, mais dans le sens philosophique, c'est lié par rapport aux perceptions, donc aux sensations. C'est pour ça qu'on parle d'expérience d'un restaurant, d'une piscine, peu importe. Et j'ai beaucoup expérimenté dans ma vie à travers des voyages, des métiers plus ou moins différents, pour mieux comprendre qui j'étais justement. Pourquoi c'est un sujet aussi crucial pour toi, l'identité? Parce que justement, de manière factuelle, quand on pose les questions à des gens plutôt âgés, j'ai remarqué que dans l'expérience j'ai oublié malheureusement le nom de l'expérience, mais on allait interviewer des personnes en soins palliatifs par exemple, donc il leur restait pas beaucoup de temps à vivre, et il y avait beaucoup de notions de regret qui venaient. Et beaucoup de gens, malheureusement, ont leur vie littéralement volée parce qu'ils ont choisi une ligne qui n'était pas la leur, ou du moins leur destinée. Et ils ont fait ce choix qui est assez facile au final, mais c'est un choix difficile de faire une rupture avec ce qu'on nous impose et qui on souhaite réellement devenir. Et c'est là où justement on va essayer d'aujourd'hui expliquer ce que c'est l'identité, parce que souvent on a les phrases bateau, sois toi-même, mais sans se demander qu'est-ce que c'est le soi en fait. Qu'est-ce que le soi, Rami? Ah bah, bonne question. Bah, déjà en fait, il faut comprendre ce que c'est l'identité. Dis-moi. Plein de philosophes ont cherché à. Il y en a plein comme David Hume, un philosophe du XVIIIe siècle britannique, qui pour lui, notre vie, notre identité n'est qu'une illusion de perception. Alors, l'identité, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'identité de genre, l'identité nationale. Nous, on va parler plutôt d'identité psychologique, tout en prenant en compte qu'il y a l'identité biologique, celle-ci où on ne peut pas faire grand-chose, et encore, Et encore? et encore. Mais c'est avant tout une croyance, d'accord? Et cette croyance-là va être réellement influencée par plein de facteurs, tels que notre référentiel, notre école, notre époque, un tout. Et justement, en fait, beaucoup de gens, j'ai remarqué avec mes nombreuses interactions sociales, ne questionnent pas cette identité-là. De base, même l'identité, c'est quelque chose qui perdure dans le temps, qui est un peu aussi unique. Mais voilà, les personnes, encore une fois, on nous dit d'être unique, mais qu'est-ce que c'est d'être unique? Bah, c'est justement écouter le soi. Et justement, en fait, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui agissaient de manière littéralement automatique. Comme s'il y avait une sorte d'incohérence entre leurs pensées, leurs actes, et ceux de tout âge, hein, que ce soit les jeunes en maternelle, les professeurs, quand je leur pose des questions, même en voyageant, en allant voir d'autres cultures, il y avait tas de choses où je sentais qu'il y avait une influence extérieure. Et donc, en fait, il y avait un manque total de lucidité. D'ailleurs, la définition de lucidité, c'est se comprendre, se connaître. C'est un savoir. C'est vrai que quelqu'un, on dit de lucide, on va dire qu'il est très réfléchi. Et en fait, moi, ma position, justement, concernant l'identité, c'est une fondation invisible de la vie. Donc, c'est une croyance, et d'ailleurs, souvent, on finit par être ce que l'on croit être. Et c'est une sorte de dialogue intérieur avec une voix. Mais elles sont du nombre de deux. Tu vas voir les voix que malheureusement beaucoup de gens choisissent, c'est le bruit du monde. Du coup, donc, un environnement qui va littéralement avoir un impact vraiment majeur sur qui tu es, et ce que tu es va avoir un impact majeur sur tes choix de vie, de relations, de carrière. Et donc, on va parler de conditionnement. Et le conditionnement, c'est littéralement, c'est un apprentissage, mais inconscient, non voulu. C'est une influence.
Et aussi, on peut même parler aussi parfois de facteurs manipulation. Quelqu'un va te manipuler de manière consciente et toi, tu vas rentrer dedans. Mais le mot vraiment essentiel à retenir, c'est l'introjection. C'est intégrer des normes extérieures à soi-même, sans même parfois que tu les voulues, inconsciemment. Donc par exemple, mesdames, mettez du temps à répondre à ces garçons-là, ils vont vous courir derrière. Un exemple. Ou messieurs, forcez avec les filles en soirée, ça va marcher. Voilà. Les gens vont entendre cette phrase-là et vont se l'approprier sans même se questionner pourquoi, si c'est bien, ce que c'est. Et donc, tout ceci, donc cette voix-là, le bruit du monde, ça va mener vers une vie falsifiée. Et falsifié, c'est pas un mot au hasard. C'est un potentiel gâché. Si je devais résumer à ça, c'est comme si je recopiais ton questionnaire de quiz, donc vrai ou faux, je copiais-collais tes réponses alors qu'on n'a même pas les mêmes questions. À contraire, ouais, pardon. Rami, je te coupe parce que tout ce que tu dis est extrêmement pertinent, extrêmement dense. Et il y a déjà plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. Tu as commencé déjà avec une vision très orientale et non occidentale. De fait, dans une vision orientale, on est très dans le avoir et non pas dans l'être, alors que c'est totalement le contraire au niveau occidental. De fait, aussi, l'environnement influence énormément la personne. Après, la question de savoir est-ce que notre identité est construite ou pas, c'est vraiment une question qui se pose et qui peut être défendue des deux manières. C'est-à-dire que, oui, certaines personnes vont dire que c'est une construction totale et d'autres vont dire que non, parce qu'il y a la biologie. Au niveau de la biologie, tu as notamment l'épigénétique. L'épigénétique, c'est là où tu peux modifier tes gènes. Donc en fait, même ce qu'on pense inné et naturel peut être aujourd'hui modifié, sans parler du transhumanisme, mais ça on peut en parler après. Moi, ma question, c'est plutôt comment est-ce que dans une culture donc orientale, donc l'avoir, on peut se trouver et on peut réellement trouver notre valeur dans l'être et non pas dans l'avoir? Bien justement, c'est pour ça que pas mal de choses que j'ai dites jusqu'à maintenant et que je vais dire après vont sembler plus ou moins bateaux. Mais la question, c'est qui le fait de nos jours? Parce qu'on est ce qu'on fait, pas ce qu'on dit. Et c'est vrai qu'il est vraiment pas évident au final de couper ces cordes qu'on a autour de nous à travers surtout les réseaux sociaux. Il y a des tas de facteurs où c'est pas évident. Mais pas évident ne veut pas dire impossible. Et en fait, ça va dépendre de deux choses. C'est ta réelle volonté. Il y a beaucoup de gens, alors moi en parlant de métier, l'année dernière j'étais coach sportif et mental. Et j'ai remarqué qu'il y avait des gens beaucoup de gens ont des souhaits. D'accord? Tout le monde a le souhait d'être riche, bien gaulé, d'avoir une voiture, peu importe, voilà. Par contre, ce qui va dissocier la personne d'un souhait et d'une volonté, c'est que la personne qui a une volonté va souvent parvenir à ce qu'elle souhaite devenir ou posséder, par exemple. Parce qu'elle sera prête à payer le prix de obtenir et être. Donc, au final, ce que tu m'as demandé, en fait, je suis en train de dire aux gens, c'est que c'est très coûteux, pardon. Ça va te demander de te remettre en question énormément. Ça va te demander de te couper du bruit du monde, encore une fois. Ce qui est très rare. De nos jours, il y a beaucoup de bruit, c'est très rare de se poser tout seul. Ça ne vient même pas à l'idée aux gens de se mettre 1 heure tout seul, trop de chrono, de ne rien faire du tout. Ce serait complètement absurde. Et donc, dans cette société-là, c'est de vraiment essayer de casser les automatismes, mais aussi il y a une clé qui pour moi marche pour absolument tout être humain, c'est le voyage. Le voyage, mais quand je parle de voyage, c'est pas de vacances en Italie, non, c'est vraiment de partir, si possible, en dehors de l'Europe, par exemple, dans un pays en voie de développement. Souvent on me dit j'ai été en Asie. Alors j'allais parler de l'Asie justement, parce que moi à titre personnel, je suis parti en Asie pendant plusieurs mois en Thaïlande et à Bali. Ce type de pays-là sont pour moi très intéressants, plutôt que de partir en Corée du Sud, dans les pays un peu trop développés, parce que justement ça va ressembler pas mal à ton référentiel. Le but c'est de couper, faire une rupture totale avec ton référentiel en allant vers un truc nouveau. Donc ton cerveau va comprendre qu'il est à 10 000 km de ton référentiel, de ta ville, où peut-être que tu étais très mal à l'aise, tu as vécu de harcèlement, tu as vécu beaucoup de traumas. Bah là, il va se sentir beaucoup plus... Il va avoir une sensation de fraîcheur, mais aussi, tu vas avoir plus le choix. Qui tu étais avant, c'est de l'histoire passée. Testons des nouvelles choses. Et tu seras beaucoup plus apte à prendre des risques. C'est pour ça que les gens sont beaucoup plus à l'aise quand il y a un contexte de vacances. Il va te rester 2-3 jours, cette personne-là, tu ne la revois plus, tu vas oser faire des choses. L'idée, c'est de vivre cette liberté-là, mais constamment, pas que dans un contexte de voyage. Et donc, comment est-ce qu'une personne arrive réellement à se connaître? Parce que, imaginons une personne qui sera dans une culture orientale ou occidentale, sera peut-être deux personnes différentes, mais du coup, comment est-ce qu'elle arrive
à savoir quelle est sa réelle personnalité, sa réelle identité? Est-ce que c'est un peu comme un buffet où on prend un peu ce qu'on veut et on se dit ah d'accord ça c'est moi ou pas? Je sais pas si ma question elle est claire, mais par exemple Socrate lui disait qu'on se connaît à travers l'autre parce que l'autre est un miroir de nous. Est-ce que c'est justement ce que le voyage permet? C'est tu te confrontes à l'autre et à travers l'autre tu peux voir certains aspects que tu peux contenir en toi ou que tu pourrais contenir en toi en potentialité? Alors, souvent, on reconnaît très facilement les défauts qu'on a sur une personne en face, mais des fois, tu vas avoir une autre réaction où justement, tu vas avoir un effet assez dérangeant, où tu vas voir quelqu'un incarner ou posséder ce que tu n'as pas. Et deux types de réactions, c'est soit tu apprends d'elle, ou soit tu réagis comme malheureusement quelque chose qui est très répandu en France en tout cas, c'est-à-dire pour te dédouaner des choses, te sentir bien, essayer de rabaisser la personne pour te sentir bien. C'est une réaction, c'est de la défensivité. Enfin, une réaction du moins où quand tu vas voir quelqu'un, par exemple, de très confiant, la personne très insécure va coller une étiquette d'arrogant à cette personne-là parce que justement, c'est une manière de se dédouaner et de se dire oula, moi je suis dans le bon camp et elle, c'est elle le danger. Alors et que donc, pas du tout. comment faire la différence entre une personne arrogante et une personne qui a confiance en elle? Bien, justement, déjà, il faut se poser la question pourquoi tu ressens ça. Des fois, c'est à toi de te questionner plutôt que de questionner la personne. Et une personne arrogante, c'est une personne qui va justement chercher à... Tu sais, moi je dis aux gens, on peut briller sans forcément mettre de l'ombre aux gens. Tu peux avoir de la grandeur sans écraser les autres. C'est possible. Alors oui, il y a des cas où des fois des gens malheureusement vont vouloir atténuer les autres pour se mettre en valeur. Mais il y a une grosse différence. Je pense que les gens ne se rendent pas compte c'est quoi être réellement arrogant. Et souvent, une personne qui a confiance en elle, je trouve, c'est juste une personne qui sait qui elle est et qui n'a pas peur de le montrer, justement. Si je dois partager mon expérience, je suis une personne très fière. Alors, je ne parle pas de fierté conflictuelle, hein, je parle de fier de par mon parcours, de ce que j'ai pu faire. Qui je suis maintenant, c'est lié à plein de choses, de choix que j'ai pu faire avant, de sacrifices, de concessions, beaucoup. Et la définition de fierté, c'est une sensation voilà, d'honneur envers soi-même. C'est une façon d'honorer. Quand je m'exprime de cette façon-là, c'est une façon de m'honorer qui je suis et qui je souhaite devenir. Et donc, ça, personne ne peut te l'enlever tout d'abord, mais aussi, c'est surtout quand tu fais quelque chose qui te dépasse. Dans l'ombre aussi, hein. J'enlève toute envie ostentatoire, d'accord? Quand il n'y a pas de caméra, rien du tout. J'ai fait ces choses-là parce que c'était pour moi, parce que c'était vraiment mon choix. Ce qui a fait qui je suis, et justement, j'invite les gens qui ont peu confiance en elles d'être compétents dans plein de choses. Parce qu'au final, quelqu'un de confiance, c'est surtout aussi quelqu'un de compétent. Souvent, il y a la confiance en soi en général, mais il y a aussi la confiance en soi situationnelle, pardon. Un danseur d'opéra va être très charismatique sur scène. Peut-être dans la vraie vie, tu le mets sur un cheval, bon, c'est différent. Mais quelqu'un qui a confiance en elle, en général, c'est surtout dans sa psychologie, je pense. Dans son réel travail profond. Est-ce que, à l'image du puits, peut-être on y reviendra après, elle est rentrée en profondeur en elle? Est-ce qu'elle a lâché tout récit qui va dans son sens réconfortant pour creuser à l'intérieur et donc rendre son puits beaucoup plus profond? Ça, je le reconnais en 2 secondes en général, sur la façon dont elle s'exprime, sur son regard, sa posture. Et en général, c'est justement des patterns que j'observe chez les gens de voir de l'arrogance partout. C'est que souvent, la personne a un problème en elle. Comment est-ce qu'une personne arrive à construire son propre puits et à aller encore plus profond chaque jour? Alors déjà, on a tous un puits. Franchement, ça serait un peu dommage de dire que des gens n'en ont pas. Déjà, quand tu n'es pas à partir d'une page blanche. Tu as ta culture, tu as ta famille que tu n'as absolument pas choisie. Voilà, il y a déjà un truc qui t'est imposé. Ok, soit. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu fais partie des gens qui se reposent sur des phrases un peu de mauvaise foi, je suis comme ça, point? Ou bien tu es conscient qu'il y a des influences, un tas de facteurs, et du coup tu te dis, bon, et si je choisissais mes influences? Voilà, c'est déjà un bon travail. Et excuse-moi, j'ai perdu le fil de la question. Bah, j'en ai une autre, tiens. Bah vas-y, dis-moi, pardon, parce qu'en fait c'est pas ça. Une personne qui dit justement je suis comme ça, est-ce que ce serait pas aussi un choix de rester dans le confort? Parce qu'on fait la différence entre un mindset qui s'élève et un mindset qui stagne. Est-ce que ce serait pas justement une excuse ou alors une justification pour ça de dire en fait je suis comme ça je n'ai pas à sortir de ma zone de confort et à me challenger? Parce que dans les deux cas, c'est un choix. Soit je choisis d'évoluer parce que j'ai conscience de qui je suis aujourd'hui, soit je choisis de rester dans ma zone de confort et j'accepte, entre guillemets, qui je suis. Mais c'est une sorte de résignation.
Alors ça, c'est très drôle parce que j'ai passé mon temps à vraiment voir si les gens étaient sincères quand ils me disaient qu'ils étaient heureux. Et c'est pas évident parce que les gens, c'est très rare que quelqu'un ait le courage de te dire, j'avoue, jusqu'à maintenant, tous mes choix, c'est des flops. Ça vient absolument pas de moi, je suis malheureux et je continue, j'ai pas le courage. Parce que dans les normes sociales, ça se dit pas trop. En plus, les gens ne veulent pas montrer leur faiblesse, justement. Et pourtant, excuse-moi, quand je te demande comment ça se passe dans ta vie et que tu me réponds, ça va, on est là, excuse-moi, c'est un peu dommage. Surtout que les gens vont beaucoup parler de main character, de vivre un film comme un film. Mais est-ce que ce film-là est excitant déjà? Et de par ta façon de parler, on dirait pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup en fait, de mauvaise foi. C'est pas évident, encore une fois. C'est vrai que je parle de quête sincère. Quand je parle de quête sincère, c'est vraiment à l'ombre, dire les choses qui vont plus ou moins bien, mais aussi avouer tes torts, que tu as été influençable. Peut-être que tu es une fumeuse ou un fumeur, mais en fait, tu as littéralement fumé pour te faire accepter au bureau. Tu te mets à boire de l'alcool pour paraître intéressant, alors que sans alcool, tu es l'inverse. Tu as cherché à fake plutôt qu'à être réellement, en faisant le choix facile, qui te coûte le moins. Alors que je pense que ça te coûte beaucoup plus sur l'avenir. En fait, tu es endetté. Tu es endetté. Moi, par exemple, quand je vais en soirée, moi, à titre comparatif, je ne bois pas. Je n'ai jamais bu, je ne sais pas ce que ça fait d'être bourré. Et pourtant, c'était pas facile au départ de danser le premier, de danser déjà pour des... Quand je vais en soirée ici à Paris, c'est pas un pays où les gens dansent réellement. Et les gens sont très étonnés que je ne boive pas. Et ils me disent, ah moi, j'aurais jamais pu faire comme ça. Mais comme je l'ai dit avant, c'est une voix que tu as dans ta tête. Donc quand tu parles comme ça, à dire je ne suis pas du matin, la salle de sport c'est mort, c'est tas de choses plus ou moins positives que tu cherches à esquiver à travers des biais cognitifs, raccourcis. Eh bien tu t'empêches de créer, on va dire, dans l'espace-temps. Tu te brides toi-même tellement les cordes précédentes sont assez fortes pour te créer des nouvelles cordes. Alors que la liberté commence à... Quand tu deviens lucide, c'est le début d'une liberté. C'est quand tu sais que tu as des cordes que tu commences déjà à savoir qu'est-ce qu'il faut couper. Et donc, en fait, justement, pour répondre à ta question, oui, on ne choisit pas notre ami, mais ne rien faire, c'est un choix. Et ça, je sais que les gens qui ont plus ou moins des problèmes vont peut-être pas aimer cette phrase-là, parce que ça va à l'encontre du récit qui les arrange. Mais justement, quand je dis ça, c'est pour leur intérêt, comme pour le mien. Et comme on s'est rencontrés, je t'avais dit que si j'avais choisi cette vision-là, je ne serais certainement pas habillé comme ça, à m'exprimer de cette façon devant toi. Vraiment. Donc oui, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Est-ce qu'on peut condamner ces personnes qui essayent de trouver des moyens, quand bien même ça irait à l'encontre de leur santé mentale comme physique, de s'intégrer dans un groupe, étant donné que c'est quelque chose d'extrêmement vital d'appartenir à sa tribu et de sentir que justement on appartient aux autres? Oui et non. Non, parce que j'ai passé, ça serait culotté de ma part, parce que j'ai passé mon temps à me perdre volontairement. Tout est une question de choix. Quand tu as le choix et que tu contrôles la chose, il n'y a aucun souci. Par contre, quand tu subis les choses, là, c'est là le problème. Dans mon cas, c'était un choix où je voulais justement comprendre un peu les codes sociaux, tel type de personnes. Les gens se mettent dans des cases. Il y a des gens qui vont plus ou moins aimer la techno, par exemple des communautés en fait, tout simplement. J'ai cherché à apprendre des autres communautés pour pas me renfermer sur la mienne. Donc moi je suis français, mais j'ai grandi avec une culture algérienne à la maison, je parlais arabe, donc j'ai grandi des deux cultures et j'ai vu une richesse. Parce qu'il y a des philosophies différentes et du coup tu peux piocher. Je me définis pas comme uniquement. Je suis quelqu'un qui a ça et ça et ça. J'aime bien avoir le choix, encore une fois. Et du coup, j'aimais bien apprendre des autres. La communauté techno, des soirées plus ou moins vintage, le monde de l'image. Voilà, même dans mes choix, par exemple, quand je devais financer mes études, j'ai aimé être cohérent avec qui j'étais. Donc je cherchais à être vendeur, puis j'ai travaillé avec des enfants, puis j'ai travaillé en tant que prince à Disney. Voilà, j'ai cherché à expérimenter pour être riche en expérience. Encore une fois, pour savoir qui je suis aussi. Des fois, tu peux te surprendre. Tu es persuadé de ne pas aimer ça, mais une fois que tu y es, bah t'aimes ça. Rami, j'ai besoin de ton avis. Parce que un jour, j'étais confrontée à une situation où je savais profondément que c'était pas aligné avec qui j'étais, mais que c'était peut-être un moyen pour atteindre ma fin. Est-ce que tout moyen est bon pour sa fin ou pas? Dans le sens où, moi, mon avis, c'est que je ne vais jamais choisir de me corrompre pour atteindre ma fin. Et certaines personnes pensent que, oui, des fois, il faut se corrompre pour atteindre sa fin. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, là, on parle un peu d'intégrité et d'adaptation, ok? Alors, par contre, aussi, une phrase, si je devais répondre à ta phrase de manière vraiment très directe, tout dépend de ta dignité. Voilà, j'ai envie de te dire, des fois, il y a des choix,
C'est pas à moi de questionner le choix des autres, par contre le mien je peux me le questionner, et c'est une question de dignité par moment. Par contre, si on veut une réponse un peu plus intéressante, c'est de savoir quelle est la limite entre s'adapter, être intègre, et se travestir comme tu viens de le dire. Alors, redéfinissons les choses. L'adaptation, c'est l'ajustement voulu et naturel d'un contexte. Voilà. Une personne en situation de handicap, je vais l'aider, je marche doucement parce que j'ai envie de l'aider. Voilà. Ça, c'est s'adapter. Une personne intègre, s'intégrer, donc l'intégrité, pardon, c'est rester fidèle à soi-même, à ses valeurs. Cette personne est intègre. Et, ouais, ça se dit. Ouais. Le problème, c'est que, par moment, il se peut que ça devienne un automatisme, que ça devient non voulu et subi. Et si tu continues sur ce schéma-là, dans cette situation-là, ce groupe d'amis par exemple, tu commences par t'éloigner, donc te perdre, et dans les pires des cas, te travestir. Combien de fois j'ai vu des gens avec un potentiel de dingue, vraiment, dans leur vie, en tant que personne, et complètement flinguer leur vie, via une rencontre amoureuse, un groupe d'amis, parce qu'ils se sont complètement travestis pour être avec eux. Quitte à s'auto-persuader qu'ils font partie de ces gens-là. Et souvent, c'est lié avec des addictions, plein de choses là. C'est parfait exemple. Et donc, l'idée, c'est de savoir, est-ce que là, je m'adapte un peu, ou je suis littéralement en train de me perdre. Donc, c'est des fois de se poser, de se remettre en question, parce que ça arrive de faire des erreurs. Je suis pas en train de dire aux gens, ne faites aucune erreur. Moi-même, il y a plein de moments, je ne suis pas fier d'avoir fait ça. Mais sur le moment, j'étais un peu pris sur les émotions, et en même temps, expérience, j'ai appris. Donc, le compromis est sain quand il est conscient, choisi et temporaire. Par contre, là, on peut parler de trahison quand il est subi, et surtout que des fois, tu vas pas respecter certaines de tes valeurs. Donc tu vas être méchant, tu vas te droguer, faire des choses que tu n'aurais jamais imaginées juste pour être accepté, via un élément extérieur. Donc en fait, tu trahis, mais réellement l'être intérieur. Et en fait, justement, ces gens-là, la plupart des gens, peut-être, ils vont être heureux parce qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, mais la question, c'est est-ce que tu vas te regarder dans un miroir le soir quand il n'y aura personne? Là, c'est... Sans vouloir mettre mal à l'aise tout le monde, ça dépend de toi. Mais en tout cas, c'est le choix que j'ai choisi, c'est de me dire, je vais faire de mon mieux pour avoir ce que je souhaite, ce qui est bien pour moi. Par contre, ce qui est non négociable, c'est que le rami injuste n'existe pas. Et si j'estime l'avoir été, je rattrape tout de suite, mais immédiatement. Il n'y a pas d'ego, de c'est trop tard. Dis immédiatement. Donc ça, c'est un truc, je ne chercherai jamais à le rompre, en tout cas. Comment est-ce qu'on peut être lucide sur une situation et ensuite avoir le courage de s'extirper d'un milieu justement qui nous corrompt, qui corrompt notre bien-être, que ce soit d'un groupe amical ou même d'une relation amoureuse qui peut être toxique pour soi, parce que ça demande énormément de courage, mais aussi de lucidité, parce que des fois on est tellement dans les mécanismes et dans les conditionnements qu'on se pose même plus les questions, en fait, on continue à vivre de manière automatique, comme tu disais. Mais comment est-ce que la personne d'un coup va se dire bon bah là c'est bon, il faut que je me reprenne en main et il faut que je sorte de ce groupe d'amis, il faut que je m'en fasse un nouveau parce que là c'est ma santé mentale et ma santé physique qui en dépend. Alors, déjà, le terme ami, beaucoup de gens ont le mot ami un peu facilement. Une relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu à l'image d'un puits. Et il y a un livre qui s'appelle L'Évangile selon Thomas, qui parle beaucoup de cette image-là, et il dit à un moment donné, il y a beaucoup de gens autour de puits, mais il n'y a personne dans le puits. Donc si vous comprenez un peu l'image, l'intérieur du puits, en profondeur, plus la personne est profonde, plus le puits est profond. Et cette phrase-là est très importante. Donc cette phrase-là, c'est la suivante, c'est qu'en vérité, tu rencontres la personne à l'intensité qu'elle s'est rencontrée elle-même. C'est-à-dire que des fois, moi-même, je me plaignais que cette personne-là, on n'avait pas cette connexion, alors que peut-être on n'avait pas du tout la même profondeur du puits, en fait. C'est aussi simple que ça. Si toi, tu as passé ton temps à faire ce travail sur toi-même, de trauma, plein de choses, vraiment, mais que cette personne-là ne l'a même pas fait. C'est comme si j'allais parler de montage vidéo à un enfant de 6 ans. Et c'est pas condescendant de dire ça, c'est juste factuel. Beaucoup de gens idéalisent les gens parce que oui, peut-être leur potentiel, moi je crois au potentiel des gens. J'ai pas un discours fataliste des choses. Mais par contre, je ne peux pas contrôler le fait que tu ne le fasses pas pour toi, ce travail-là. Et beaucoup de gens ne le font pas parce que justement, ça demande de débarrasser encore une fois ce récit réconfortant et de creuser en profondeur, de voir des choses que tu ne souhaites pas forcément voir, mais qui est essentiel pour ton développement et qui sera bénéfique pour l'avenir. Et en plus, tu peux être surpris, tu vas peut-être trouver des choses, des réponses, des diamants. Voilà, vraiment, il faut voir un peu, j'aime bien trouver des métaphores comme ça parce qu'il n'y a pas plus vrai au final. Et c'est aussi une fierté de se dire, des fois, si tu veux créer une relation intime avec quelqu'un, c'est de l'inviter dans ton puits et de t'y inviter aussi dans le sien, si elle t'y invite bien sûr. Et c'est là où toute la différence entre des potes et des amis.
Maintenant, pour revenir à ta question initiale, ces groupes d'amis-là, est-ce que déjà ils sont rentrés dans ton puits? La plupart du temps, je t'assure que non. Pour avoir eu un masque, et j'en ai joué pendant des années, je te garantis qu'il y a des groupes d'amis qui pensent que je suis timide. Il y a des gens qui pensent que je suis un mec fou. Voilà, j'aurais montré une facette parce que c'était que comme ça que ça marchait pour que je sois dans le groupe. Mais il n'en est rien concernant mon histoire personnelle, ils ne connaissent rien du tout. Parce que, justement, j'ai écouté mon instinct et j'ai pas su franchir cette barrière où tu te ouvres aux mauvaises personnes, justement. Et donc, comment s'en détacher? En général, c'est d'avoir confiance en soi, encore une fois. Moi, combien de fois j'étais attaché à ce groupe, alors que si j'avais su que dans 2 mois, ça serait fini, tout ça, laisse tomber, j'aurais jamais fait ça. Et encore une fois, moi, j'ai pas fait de choses où je regrette vraiment. Dieu merci, j'ai toujours trouvé mes limites. Mais j'en vois beaucoup des gens prêts à sacrifier, à donner beaucoup pour un truc extérieur, mais pour eux, ils font que dalle. Donc en fait, c'est un manque d'amour propre, réel. C'est vrai que quand je parle de lucidité, c'est de comprendre réellement. Et ça demande un peu, oui, de cogiter à l'intérieur. Mais quand tu cogites, oui, c'est pas forcément joyeux, parce que tu vas vite voir que tu fais beaucoup de choses qui ne vont pas à l'encontre de tes principes et de ce que tu es censé être. Mais mon Dieu, que ça fait du bien pour l'éternité. Donc en fait, souffrir pendant 1 an, on va dire, ou plusieurs années, 5 ans, pour une vie libre plus tard et choisie, ou l'inverse. Voilà. Moi, en tout cas, parmi les gens que j'ai coachés, en tout cas sur un point de vue physique, mais aussi social, souvent il y avait des gens beaucoup plus âgés que moi, qui avaient une statue, c'était des cadres, j'avais même parlé avec des diplomates, mais en fait, en termes de développement de soi, j'ai vite vu qu'il y avait un contraste. Peut-être le mec avait le statut, avait l'argent qu'il avait, plus que moi certainement, mais c'était à moi qui me retrouvais à lui donner des conseils sur gérer son histoire de couple, comprendre le dialogue, l'intelligence émotionnelle. On en parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais sans vraiment le définir. Voilà. Donc c'est assez surprenant de voir que beaucoup de gens, même des anciennes générations, n'ont pas du tout fait. D'ailleurs, c'était même moins évident à l'époque. Rami, je fais un lien avec ce que tu disais au début, notamment avec notre société qui est majoritairement encline dans le divertissement. Et à vrai dire, on pense que c'est une thématique qui est en fait très actuelle, mais le philosophe Pascal le disait déjà avant, c'est très pascalien de dire tomber dans le divertissement. Le divertissement au sens de tu vas pas te concentrer dans l'instant présent, tu vas essayer vraiment de mettre ton esprit partout sauf à l'intérieur de toi, parce que l'homme a peur de se confronter à sa propre misère. Il n'est pas capable de se confronter à sa propre condition qui en fait est médiocre. Et je pense que de fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, même avant, on ne peut pas dire qu'il y avait vraiment une ère d'introspection. Aujourd'hui, oui, on a beaucoup de psychologues, mais en parallèle, on a aussi les binge-watching, tous les réseaux sociaux, les applis de rencontre. En fait, c'est beaucoup de stimulation en même temps, comme si c'était en fait pour s'anesthésier et tout faire pour ne pas justement creuser notre puits. Et je me demande comment est-ce qu'une personne pourrait avoir la lucidité nécessaire de prendre le chemin de l'introspection et de l'introjection, comme tu disais, et non pas celui du divertissement étant le chemin le plus pris et le plus presque prisé aujourd'hui. Alors ce choix-là, pour donner envie aux gens de faire ça réellement et pas qu'ils se sentent juste offensés, c'est drôle parce que j'avais une discussion à une soirée d'une personne, littéralement se droguait, et c'est drôle parce que je lui dis, dis-moi, tu peux me citer les avantages de ça? La personne me trouve plein d'avantages à se droguer, ok? Et quand je lui dis, tu connais les risques? Elle connaît, mais les risques sont moins nombreux, ok? Et à un moment donné, on parle du sport. Elle me dit, j'aimerais m'y mettre au sport et tout. Et elle me dit, par la suite, elle me donne une liste d'inconvénients de pourquoi elle ne peut pas faire du sport. Je lui dis, il est là le problème en fait. Si tu changeais ta vision des choses, que pour tes divertissements néfastes de manière objective, tu trouvais plus la peine de trouver le coût que ça a, et pour les choses positives, les effets bénéfiques, la vie sera réglée en fait, genre littéralement en fait. Donc c'est une question d'intention encore une fois. Si je t'aime bien, je vais trouver plein d'idées qui me pousseront à venir te voir, pas l'inverse, d'accord? Donc en fait, encore une fois, c'est une question de volonté. Je ne peux pas dire aux gens, je ne vais pas courir pour eux en finale. Ça va peut-être les motiver à nous écouter maintenant, mais si c'est qu'une petite dose de motivation, ça ne sera pas nécessaire, ça va pas donner suite en fait. Parce qu'encore une fois, le physique, j'aime beaucoup parler de sport parce qu'il n'y a pas plus factuel. Le sport, tu ne peux pas tricher.
Ton corps va crier si oui, c'est un corps d'une personne disciplinée ou pas, si elle a fait 2 ans, 1 an, elle vient de débuter à la salle ou pas. Beaucoup de gens vont à la salle de sport, c'est très mainstream de nos jours. Par contre, qu'en est-il des gens qui ont le résultat qu'ils souhaitent? C'est pas évident. Déjà, il y a de la connaissance, donc ça te demande aussi de cogiter dans ta tête. Les gens, ils pensent que la musculation, par exemple, ça peut être un autre sport, c'est les sports assez faciles, donnés à tout le monde. Pas forcément. Ça demande de connaître son corps, un peu de base d'anatomie, et aussi de régularité. Tout. Ça demande vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que pour moi, on a le corps de notre identité. Ça se dit pas le corps de nos idées, le corps de notre identité. Donc ça en dit très long sur comment quel amour-propre tu te donnes à toi. D'accord? Et concernant justement les plaisirs, tu parlais de divertissement, souvent c'est des choses, encore une fois, temporaires. Par contre, quand je parle de développement de soi, de creuser son puits, c'est pour littéralement atteindre ce que tout le monde cherche, c'est-à-dire le bonheur, ce qui est durable, réellement. J'ai envie qu'on creuse ce que tu viens de dire. Oui. Parce que j'ai quelques exceptions qui viennent à l'esprit. Alors, je suis d'accord avec toi, dans le sens où moi j'adore faire du sport, j'en fais tous les jours, c'est vraiment un plaisir intrinsèque qui m'est complètement nécessaire. Mais je pense que je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que notre corps c'est notre identité. Parce que, après m'être renseignée, j'ai vu plusieurs personnes qui ont par exemple des problèmes de santé, qui par exemple sont en surpoids ou sont obèses, et ont tout fait, justement, le sport, l'alimentation, etc. Mais de par justement une maladie au niveau de la thyroïde ou autres exemples, il peut y avoir plusieurs explications, n'arrivent pas à avoir un corps qui aujourd'hui, malheureusement, on pourrait considérer comme sain ou fit, ou alors en bonne santé, entre guillemets. Qu'est-ce que tu dirais pour ces personnes-là? Est-ce que c'est vraiment l'expression de leur identité à elles? Oui. Pourquoi? Alors je suis pas en train de leur dire soyez gaulés, parce que sinon ce serait rentrer dans le schéma de l'introjection, de dire aux gens ce qu'ils doivent devenir, alors que c'est pas forcément une bonne chose pour elles. Par contre, une personne en situation de handicap, prenons l'exemple d'un ami à moi qui a pas de jambes, il a pas de jambes depuis sa naissance. Quand je dis il en a fait son identité, c'est pas ouais regardez-moi j'ai pas de jambes et pitié, non pas du tout. C'est qu'en fait il a fait ce travail de se confronter au regard des gens. Il m'a dit ce qui est le plus flagrant c'est que les gens le regardent, mais les gens ne s'en cachent même pas de nos jours. Et en fait, il a fait ce travail, et je peux te dire que cette personne-là a peut-être beaucoup plus confiance en elle que moi. Sachant que moi, j'y vais à la salle, mais parce qu'elle, elle a dû, pendant des années, accepter, confronter. Sauf qu'elle, elle n'a pas cherché à juste se plaindre de la situation. Elle s'est dit comment je peux ne pas subir la situation, justement. Donc, quel état d'esprit? Parce que tout part de ta perception, encore une fois. Je peux te dire une phrase, tu peux soit bien l'interpréter, comme tu peux mal l'interpréter. C'est la théorie du chaud ou froid. Des fois, ma phrase peut être très bien interprétée, mais tout dépend de qui j'ai affaire en face de moi, de la cible, entre guillemets. Donc la personne handicapée, en situation de handicap, ça va faire partie de son épreuve de vie. Alors c'est assez facile, dans ma posture à moi, de parler en elle, mais justement, je partage un peu l'expérience de mon ami, qui a avoué et qui a accepté que c'était une épreuve. Alors oui, je lui ai dit, si demain, est-ce que on te ferait une opération? Étonnamment, il m'avait dit au départ, oui, ce serait son rêve d'avoir des jambes. Maintenant, il est un peu indifférent. Pourquoi faire? Il me dit ça, alors oui, ça a plein d'avantages, mais la construction que j'ai commencé à bâtir depuis le tout petit, il en est déjà très très fier. Oui, mais là, Rami, tu me parles d'un côté très introspectif de la personne avec soi, mais moi je te parle de la vision d'autrui sur la personne. Est-ce que toi, si tu vois une personne qui est par exemple est en surpoids ou autre, tu vas dire ça reflète son identité parce qu'elle n'est pas disciplinée par exemple pour bien manger ou pour faire autant de sport qu'elle devrait? Non, parce que ça serait un peu culotté de ne pas connaître les contextes. La vie est faite de contexte, tout d'abord. Par contre, ce que je peux te dire, à l'inverse, on peut pas dire à quelqu'un, par exemple, justement un bodybuilder, qui n'a pas été à la salle plusieurs fois. C'est pas possible. Voilà. Alors qu'à l'inverse, il se peut que la personne a un problème. Donc, je veux pas, moi... De toute façon, j'ai envie de te dire un truc, moi, j'aime pas trop faire le flic, justement, de l'extérieur. Justement, les gens, ils passent leur temps à regarder l'extérieur sans regarder à l'intérieur. Donc moi, je vois en général beaucoup plus moi ce que je suis. Après, les gens, j'aime bien poser des questions. Même si l'être humain est directement un a priori, forcément. Quand on s'est rencontrés, tu avais déjà une image de moi de même. Par contre, il faut avoir l'humilité de savoir qu'on peut avoir tort et aussi laisser la personne de parler, tout simplement. Donc, moi, j'essaie de voir justement les choses plus positives.
Donc je vais voir plutôt quelqu'un et me dire, ah, cette personne-là, j'en suis sûr, elle est disciplinée. Pas faire le flic de qui ne l'est pas, pour faire la morale. Pas du tout. Ça, c'est une question, c'est mon intention en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que le jugement, il est nécessaire, c'est pas forcément une connotation péjorative. Oui. Un jugement, c'est simplement une opinion au préalable, a priori, que tu vas te faire de la personne. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes, justement, s'arrêtent à leur jugement, qui est souvent donc péjorative, mais elles ne vont pas se dire, bon, bah, je vais faire mon propre avis, je veux vraiment apprendre à connaître cette personne pour voir si la réalité de mon intelligence correspond à la réalité autour de moi. Bien sûr. Et donc, selon toi, on devrait aborder le jugement d'une manière beaucoup plus positive et essayer de voir en premier ce que l'autre pourrait avoir comme qualité. C'est une question d'intention, mais c'est surtout une question, encore une fois, avant de vouloir parler de social. Là, si tu veux, on peut partir sur des discussions liées à l'extérieur. Mais tout ça, ça sera zéro si à l'intérieur avec toi, tu ne t'aimes pas. Déjà, c'est évident ce que je vais dire, mais beaucoup de gens se lancent dans des relations en couple, amicales, mais ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc, encore une fois, aime-toi d'abord, ou connais-toi. Comment s'aimer ? Bah, déjà, il faut donner des raisons. Quand tu fais des choses injustes, c'est compliqué de t'aimer. Par contre, tu vas t'aimer quand tu vas être fier de toi, en faisant des choses, encore une fois, qui te dépassent. Est-ce que c'est vraiment rationnel, l'amour de soi ? Bah, c'est vrai qu'il y a des gens, peut-être dans mon point de vue, ils sont exécrables, mais eux, ils s'adorent. Donc non, ça ne l'est pas. Par contre, justement, encore une fois, la fierté, c'est quelque chose aussi qui... Je parle de fierté non pas aux yeux des autres, justement. C'est aux yeux de toi-même réellement. Ok ? Donc, déjà, parce que la perception, encore une fois, ça joue tellement... Moi, j'aimais bien me plaindre, il y a 2 ans, avoir un discours assez cynique des choses, des codes sociaux. En étant très déçu des choses, je me sentais très très seul, malgré que j'étais beaucoup entouré. Je sentais que les gens n'étaient pas du tout eux-mêmes, et je sentais que je dérangeais. Parce que je m'affirmais justement, et j'aimais bien parler de choses qui n'étaient pas soi-disant mainstream, ou qui justement n'allaient pas dans le récit des autres. Mais parce que je suis curieux, moi, il n'y a pas de choses taboues de base, ok ? Mais en fait, j'ai remarqué que tout dépendait de la perception des gens parce qu'elle est vachement impactée avec le qui tu es toi. Donc moi, je me plaignais de gens qui n'avaient pas, par exemple, un puits profond selon moi, mais j'y suis quand même allé. Donc en fait, des fois, notre première question quand on rencontre quelqu'un, c'est « Salut, est-ce que tu as déjà fait ce travail sur toi-même déjà ?» Oui, ok, on peut s'entendre. Bah, s'entendre ne veut pas dire être d'accord sur tout, mais se ressentir. Et il n'y a pas de connexion quand il n'y a pas de... Comment dire ? Tu ne peux pas vouloir de l'intimité avec quelqu'un quand il n'y a pas de vulnérabilité. Ok ? Du coup, te connaître, puis quand tu te connais, en général, tu vas voir que tu as beaucoup de failles. Ok ? Donc une personne insécure, ça va être très dur pour elle de créer des liens profonds avec des gens qui ne sont beaucoup moins qu'elle. Donc encore une fois, souvent, on va vouloir se remettre soi-même en question, notre discours, notre personne, alors qu'en fait, tu étais juste face à la mauvaise personne. C'est comme si je voulais vendre un diamant à un mouton. C'est évident qu'il va ne pas voir la valeur de ce diamant-là et qu'il va vouloir brouter l'herbe. Et beaucoup de gens, souvent, forcent la prise. Voilà, les prises électriques forcent dans le mauvais trou. Donc, si tu estimes être une personne de valeur, et il n'y a rien de mal, c'est pas arrogant de le dire, encore une fois, si tu estimes que tu es fier d'où tu viens, que tu as fait des choix compliqués, c'est dans ton droit et tu mérites une personne ou des relations du même niveau. Et si par exemple je croise, moi à titre personnel, des gens qui ont fait beaucoup plus de choses que moi que je souhaiterais atteindre, je vais avoir l'intention de me dire tiens, comment cette personne-là a-t-elle fait ? Et je vais apprendre d'elle. Alors que si j'étais insécure, j'aurais cherché justement à la rabaisser. Donc tout est une question de perception, encore une fois. Pour une personne qui a été blessée plusieurs fois dans sa vie, oui. Comment est-ce qu'elle peut accepter d'être à nouveau vulnérable et quel est le timing de la vulnérabilité ? Parce que tu peux pas simplement arriver et dire à une personne « Bonjour, je m'appelle Catherine, maintenant je veux que tu me parles de tes childhood traumas », tu vois. Alors déjà, si tu rencontres des personnes un peu spéciaux, il se peut que ça se passe comme ça. Oui. Mais c'est très rare. Bonsoir. Bonsoir. Salut Catherine. Non. Mais j'en ai pâti, hein, parce que justement, beaucoup de personnes n'avaient pas creusé leur puits de manière très profonde. Et donc moi, je me retrouve avec un trou sans fond. Et je suis là, bon, bah, en fait, peut-être qu'il y a un timing à la vulnérabilité. Bien sûr. Alors, comment faire face quand tu as vécu des traumas à la vie, au jeu de la vie ? En fait, souvent, les gens cherchent une fin, cherchent une direction, alors que le commencement, il n'y a même pas de commencement. Et ce que tu es en train de vivre, c'est la vie de quelqu'un d'autre. C'est pas la tienne. Et plus tu attends, plus ça va être super relou de recommencer. Je parle même d'un certain âge, un niveau de ta vie, à un moment donné, il y a même des points de non-retour. D'accord ?
Le voyage, à l'autre bout du monde, on en reparlera après, si tu le fais à 80 ans, tu n'auras pas la même niaque. D'accord? Je ne pourrais pas monter un volcan, enfin voilà. Du coup, ce travail-là, encore une fois, le puits, dans l'évangile de Thomas, selon Thomas, pardon, en gros, le sens du puits, c'est que souvent, on court vers demain, alors que quelque chose d'autre attend d'être rencontré aujourd'hui. On parle souvent d'être la meilleure version de soi-même. Mais pourquoi on ne parlerait pas d'être autre? Peut-être cette version de toi-même, c'est même pas celle qui t'est destinée. Oui, mais pour être autre, tu dois savoir qui tu es déjà aujourd'hui. Oui. C'est là où il faut, encore une fois, la question de l'identité. Mais le comment, je vais te le dire, c'est d'écouter la deuxième voix. Au début, je t'ai parlé d'une voix, le bruit du monde. Je t'ai pas parlé, j'ai pas eu le temps, parce que tu m'avais posé une petite question de la deuxième voix, qui est beaucoup plus discrète, mais qui est quand même présente. Moi, je parle d'instinct, d'autres écrivains parlent de du intérieur. Cette voix-là, beaucoup plus discrète, elle fait moins de bruit. Elle n'est pas assez accessible. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail d'aller vers elle, alors que le bruit du monde vient à toi. Donc il y en a un, c'est plus dur, mais pas impossible. Cette petite voix qui pose des bonnes questions, qui te chuchote depuis le départ des choses. On a déjà tous ressenti cette chose où quand on rencontre quelqu'un, ton instinct, le vrai instinct, hein, pas tes pensées, ton vrai instinct te dit quelque chose, mais tu ne l'as peut-être pas écouté. Et tu te dis, je me disais bien. Souvent cette voix-là, elle est là uniquement pour ton intérêt. Ok? Et cette voie-là te permet justement d'atteindre cette lucidité, c'est-à-dire d'observer ses propres pensées, son comportement. Et vraiment, je pense que quand les gens sont tout seuls, s'ils sont pas de mauvaises, ils sont de, comment dire, de bonne foi, on sait si on a été juste ou pas. On sait si ce qu'on fait, ça vient de nous ou pas. Moi, ça ne marche. En fait, il faut accepter que les gens mentent aussi, d'accord? C'est pas parce que tu me donnes des conseils ou que tu me dis ça que c'est vrai, d'accord? C'est toi et toi, encore une fois. Et je pense que si tout le monde avait été de bonne foi, je pense qu'il y aurait eu beaucoup de moins de malentendus entre nous, sincèrement. Parce qu'on appliquerait la phrase « ne fais pas aux gens ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse et fais ce que tu aimerais qu'on te fasse ». Bref, c'est autre chose. Mais du coup, si tu écoutes cette petite voix qui n'est pas évidente à écouter, à atteindre, cela te donnerait une vie, contrairement à la première voix, une vie falsifiée, là, ce serait une vie pleinement authentique. Une vie pleinement choisie. D'accord? C'est un bon début. En fait, c'est le commencement. Donc moi, tu me donnes des questions souvent qu'on entend, c'est-à-dire tu me demandes comment atteindre cette direction-là. Moi, je vais te poser la question, c'est quoi ton moyen de transport, par exemple, ou le début? S'il n'y a pas de début, je ne vais pas te donner comment y aller, alors que c'est déjà peine perdue. Donc déjà, commence par revoir ton bateau. Toi qui t'y préparais à y aller à la nage. C'est un exemple, ok? Donc, le puits, c'est vraiment l'image parfaite. Et j'ai une citation qui dit, et qui est horrible, parce que ce moment intérieur-là, beaucoup de gens ne vont pas le rencontrer, par peur. Parce que c'est lié, souvent, c'est lié beaucoup au trauma, encore une fois, à des choses qui ne sont pas drôles à dire, qui ne sont pas dans les normes sociales. Mais accepter la vie comme si elle était belle, toute rose, c'est vivre dans un monde utopique, donc un monde faux. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut nous vendre au passage. Cette phrase dit que celui qui est en votre présence, vous ne l'avez même pas connu. Et moi, elle me touche beaucoup cette phrase-là, parce que je fais cette phrase-là en lien avec les personnes qu'on avait interviewées en soins palliatifs, qui sont certainement plus de nos jours d'aujourd'hui, et qui ont dit ces phrases qui parlaient souvent au conditionnel. J'aurais aimé, si j'avais pu. Souvent, c'était lié avec la famille. J'aurais pas dû écouter cette famille-là. Enfin, ma famille, pardon. J'aurais voulu peut-être tenter. Aussi, ça parle aussi beaucoup de liens. J'aurais voulu dire cette chose-là. Tu as bridé ta vie. Et n'oublions pas, il y a une phrase, je ne sais plus de qui elle vient. Quand tu nais, tu ressembles à ta famille. Mais quand tu meurs, tu ressembles à tes choix. Rappelez-vous, oui, c'est pas joyeux, mais encore une fois, pour savoir quelle est la priorité, c'est pas Rami qui décide. Hein. En général, la façon la plus facile et cash de savoir la réalité, c'est ta santé, quand tu es malade. Quand tu es aux urgences, pour celles et ceux qui ont vécu cela. Est-ce que tu penses à ton dernier snap, à ta soirée, à ton match Tinder, ou tu penses littéralement à ta santé, à ce que tu as potentiellement pu faire comme action, quelle trace t'as laissé derrière toi? En général, si tu n'es pas de mauvaise foi, je t'assure que tu serais forcément d'accord avec moi. Mais pas d'accord avec moi, d'accord avec la vie. Parce que la vie t'apprend les bases des fois. Quand tu es malade, c'est pour ça qu'on parle de rappel dans les religions, de purification.
C'est un rappel à l'ordre, un rappel à la réalité. Tout ce qui est TikTok, chiffres, possession, montre, Rolex. Est-ce que c'est ça qui va te sauver la vie quand tu seras super vieux? Ou ça sera ta richesse, non pas en termes de possession, mais de mémoire. C'est vrai que moi, quand je voyage, les gens me parlent de perdre du temps. Mais je pense qu'ils sont juste... Ils me parlent de perdre du temps. Mais je pense qu'ils sont juste ignorants. Parce que malheureusement, je t'assure que ces voyages-là, j'en suis sûr à 1000% que je m'en souviendrai, mais à n'importe quel âge. C'était plus un gain de temps qu'une perte de temps. En fait, c'est pas juste un gain de temps. C'est je l'ai utilisé réellement pleinement. Souvent, quand on me demande c'est quoi ton âge, j'aime bien. Alors, il y a l'âge sur le papier, mais il y a l'âge mental. Mais pas l'âge mental que tu as choisi. Hein. Beaucoup de gens se surcotent des fois. Hein. Mais qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Parce que 25 ans, je peux décider dès maintenant de niquer mon temps et passer mon temps à vivre à travers la vie des autres. Ce que la plupart des gens font. C'est pour ça que d'ailleurs, la plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas le temps, alors qu'ils ont 9 heures d'écran par jour. Pourquoi tu crois que c'est un phénomène prépondérant de vivre plus pour les autres et pas pour soi? Parce que c'est facile de regarder la vie extrême des autres et ton cerveau a l'impression de vivre la même chose que lui. C'est vrai qu'avant de dormir, on a besoin de scroller parce que tu as une journée pas si énergivore que ça. Tu t'es pas dépensé physiquement ni mentalement, par exemple. Et donc, tu as besoin de ce stimulus-là. Sinon, tu n'as pas sommeil. Putain, ma voix, lol. Et en fait, encore une fois, c'est un peu dommage parce que souvent, Instagram, tout ça, vont normaliser des choses incroyables. Et du coup, toi, tu vas faire la chose la plus simple si tu compares aux autres, alors que c'est pour toi un truc de malade. C'est peut-être une victoire. À commencer par parler à un ou une inconnue. J'adore faire ma propagande de parler aux inconnus, d'aborder les gens. D'arrêter que tout vienne à toi. D'accord? Parce que non seulement savoir parler aux gens, au-delà de potentiellement se faire des amis, de faire de nouvelles rencontres, c'est aussi une belle façon de savoir s'exprimer, de développer cette intelligence interpersonnelle et intra aussi, parce que l'un va avec l'autre aussi. Hein. Donc intelligence émotionnelle, réelle, factuelle. Définis-moi intelligence émotionnelle, ça m'intéresse. Bien sûr. L'intelligence émotionnelle, je la définis, du moins je l'interprète. J'aime bien parler d'interprétation parce que ça montre que j'ai cherché à travailler, hein, d'accord qu'on a cherché à travailler, pardon. C'est la compréhension. L'intelligence, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. D'accord? Souvent les gens ils parlent d'école, intelligence, non, c'est la mémoire en général. Tu as retenu ta leçon. Par contre, l'intelligence, en général, une personne intelligente va être adaptable à n'importe quelle situation. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types d'intelligence, l'intelligence corporelle, etc. Linguistique, et voilà. L'intelligence émotionnelle, du coup, comment tu vas réagir dans une situation où l'émotion justement est à son paroxysme? Que ce soit la tienne ou celle d'en face. C'est pour ça qu'une personne, on va dire, bébête, intelligemment parlant, va pas savoir comment réagir, va souvent prendre la fuite, voire même faire un truc encore pire. Ou au contrario, c'est quelqu'un qui est en capacité de littéralement ressentir les gens et de se ressentir soi-même et d'interpréter comment elle réagit. Il y a une différence entre intelligence émotionnelle, j'espère que tu vas le partager, et être émotionnellement instable. Beaucoup de gens font cette erreur parce que ça les arrange. C'est plus mieux vu de dire moi je suis quelqu'un d'intelligent émotionnellement parlant que je suis complètement instable. Justement, la personne émotionnellement intelligente, souvent, il s'avère qu'il y a une grosse corrélation avec des personnes très, donc hypersensibles. Mais c'est un pouvoir qui peut être magnifique, réaliser de grandes choses, et souvent les grandes personnes, les grands philosophes l'étaient, les gens qui ont marqué l'histoire, comme ça peut t'autodétruire. Parce que tu n'as pas su gérer l'intensité de tes émotions. Et tu as été beaucoup trop une éponge avec les autres. Donc si je dois résumer, le mauvais côté, être une éponge émotionnelle, donc dépendre des gens, et le mauvais côté avec toi-même, c'est ne même pas savoir comment réagir, et faire des choses autodestructeurs. C'est vrai que les gens sont plus sensibles à être dépressifs, en tout cas c'est ce type de pathologie. Et le bon côté des choses, tu peux littéralement aider, éclairer les gens qui ne seront pas capables eux-mêmes de s'éclairer, grâce à ce ressenti-là. Et pour toi-même, en fait, tu guéris des choses, au fait, tu te dis, j'ai été mon propre héros, par moment. Il y a des gens, souvent ils pensent que c'est une aide extérieure qu'il leur faut, ce qui n'est pas à rejeter bien sûr, mais des fois, encore une fois, c'est en toi depuis le départ. Comment est-ce que tu te reconnectes à tes émotions? Comment est-ce que tu leur laisses de la place? Comment est-ce que tu les écoutes? Et comment est-ce que tu peux faire attention aux émotions des autres, étant donné que... Est-ce que tu penses que c'est inné? Ou est-ce que ça peut s'apprendre?
ça va peut-être paraître incohérent parce que depuis le début, moi j'ai une conception de l'identité constructrice et non inéiste. Je n'aime pas faire des raccourcis. Cependant, j'ai remarqué la tendance, sans faire une généralité, j'ai pas étudié cas par cas, que en effet, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Et c'est totalement OK. Par exemple, l'intelligence musicale. Voilà, il y en a, ils ont l'oreille, il y en a d'autres, non, moi, mon cas, je fais du piano. C'est drôle, mais je sais que j'ai besoin d'une aide extérieure à un moment donné si je veux me perfectionner. Par contre, il y a des choses où on a des facilités. Et cette facilité-là, il faut l'exploiter, justement. Souvent, on cherche beaucoup, on est un peu dur avec nous-mêmes, on voit beaucoup nos défauts, mais on voit pas nos skills. Et c'est ces skills-là, justement, parfois que justement, j'invite aux gens à regarder. Et quand c'est de l'ordre de l'émotion, bah, c'est magnifique, en fait. C'est parce que tu fais un bien fou dans ce monde. Et en fait, souvent, on croit que c'est des grosses paroles, mais littéralement, ta présence impacte des gens, tes relations, ce que je peux faire maintenant va impacter peut-être ta vie et inversement, ou un inconnu ou une inconnue. Et ça se propage, en fait. C'est pour ça que de nos jours, c'est rare des gens comme ça, parce que tout le système n'est pas fait pour... À l'école, on ne nous apprend pas ce que c'est l'intelligence émotionnelle. L'école nous castre de notre temps pour réfléchir. Si on veut un exercice factuel pour faire un détox des voix extérieures et se reconnecter à ses émotions, j'invite tout le monde à faire 1 minute chrono avec son téléphone. 1 minute chrono réel, hein, c'est pas 1 minute. Non, pardon. C'est de mettre 1 heure, pardon. 1 heure. Une vraie heure. C'est rien du tout comparé à tes 9 heures d'écran. Mais ça paraît beaucoup parce que c'est un exercice qui demande beaucoup d'efforts. Mais crois-moi, ça va t'apporter beaucoup. C'est de mettre 1 heure devant ton téléphone, juste le chrono, 0 notification. Et tu t'assis. Et tu vas voir pendant les 30 premières minutes, ça va être horrible. Tu vas vouloir te démanger, enfin, ça va être horrible. Ton cerveau rempli de stimulus, dopamine, de tout, de n'importe quoi. Et c'est à partir de 30 minutes, en général, ça dépend, mais à un moment donné, tu vas voir que c'est bon. Ton cerveau a compris que c'est comme ça. Tu ne vas pas être soumis à tes désirs. Et il va laisser place à la créativité. La créativité vient souvent, je ne sais pas si toi aussi, les moments où j'ai eu beaucoup d'idées qui me sont venues de moi, c'était dans les plus grands des calmes, voire même dans les moments où je m'ennuyais énormément. L'ennui. Ce que tout le monde cherche à esquiver. Et donc, on parle d'apocalypse cognitive en fait. Tu n'es plus capable de penser par toi-même. Parce que quand tu t'ennuies, ton cerveau va vouloir te générer des idées. Parce que justement, si on pense blanc, tout blanc, tu meurs. Ok. Mais par contre, il va te créer des idées qui ne seront jamais venues si tu étais rempli de stimulus de bruit. C'est pour ça que les gens ont peur d'être seuls. Mais c'est une grave erreur, justement. Tu as peur d'un truc où, justement, tu devrais chercher cette solitude-là pour mieux te reconnecter avec les autres. Je parle pas d'isolement absolu, je parle de juste mieux reconnecter. Est-ce que tu parles de méditation? Je peux parler de méditation comme je peux ne pas parler de méditation. Parce que, en soi, là, quand je parlais de s'asseoir et de rien faire, je ne parlais pas forcément de se mettre à genoux, fermer les yeux. Par contre, il s'avère que les gens qui méditent réellement dans leur vie, la méditation, ça peut être le yoga, comme ça peut être des prières religieuses aussi. Hein. Je remarque qu'ils ont un truc en plus que quelqu'un qui ne le fait pas. C'est une certitude, comme s'ils avaient un contrôle de soi, une cohérence. Et je n'ai pas le monopole de ce qui est cohérent ou pas. Par contre, quelqu'un de rempli de dopamine, on est tous d'accord que ce n'est pas inspirant. Quand tu te regardes toi-même à la troisième personne, parce que oui, tu ne le vois pas que tu as regardé 3 heures de vidéo mais tu viens de le faire, tu n'es pas fier de toi, c'est pas inspirant. Voilà. Est-ce que tu penses que la culture orientale est plus heureuse que la culture occidentale, justement parce qu'elle a une philosophie de l'être et non de l'avoir, et qui a une prépondérance à la pratique de la méditation, justement, la méditation, encore une fois, qui n'est pas s'asseoir et léviter sur son tapis, mais simplement être dans l'instant présent et être le témoin de ses pensées et non pas forcément l'acteur direct, et avoir donc plus de lucidité sur ce que tu penses, sur ce que tu fais, sur qui tu es, sur qui tu veux être, sur l'environnement dans lequel tu veux évoluer. Est-ce que une personne, par exemple, qui est aujourd'hui dans la culture occidentale serait plus heureuse dans la culture orientale, selon toi? Alors c'est une question, dire oui et non, ça serait plus ou moins subjectif par rapport au mode de vie que tu souhaites. Moi je dirais pourquoi pas choisir les deux dans le sens où tester les deux. Par contre, en fait, parler d'oriental,
moi je me permets d'ouvrir un peu plus la question, c'est de voir toutes les autres cultures. Quand je suis parti en Asie, j'avais aucune idée, moi je connaissais que le bled, c'était que l'algérien. Et quand je suis parti en Asie, tu découvres, comme c'est des pays tellement lointains, une histoire totalement différente de la France, des philosophies différentes. Et en faisant ça, déjà, il faut partir avec le cœur et l'humilité de se dire, je recommence les choses à zéro, j'apprends. Je suis là pour observer, entendre, pas imposer et l'ouvrir. Ok? C'est pas vrai, je parle de se perdre pour mieux se retrouver. Et en fait, je peux littéralement dire que maintenant, j'ai adhéré, j'ai choisi, par exemple, le côté très patient. C'est un peu, ça semble cliché, mais c'est vraiment vrai. Ces gens-là, en tout cas, en Asie, c'est assez courant, que ce soit en Thaïlande ou dans d'autres pays, dans les alentours, c'est une sorte de vertu d'être patient. Râler, faire vite, c'est catastrophique. D'accord? En Thaïlande, en tout cas, s'énerver, c'est très mal vu. Un Thaïlandais, il s'énerve rarement devant toi, il dit souvent oui. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça le fameux pays du sourire, parce qu'ils sont très souriants. Souriants, pardon. Mais est-ce que c'est un vrai sourire ou est-ce que c'est un faux sourire? Moi, j'y vois du vrai dans le sens où, admettons, tu t'énerves et ils vont quand même sourire. Alors oui, au fond, il ne sourit pas parce que tu t'es énervé sur lui, ok? Mais il sourit par respect parce qu'il est... C'est une sorte d'éducation. C'est une sorte de réponse où tu aboies, bah moi je vais pas me mettre à quatre pattes et aboyer avec toi. C'est une sorte de sagesse qu'on ne retrouve pas ici. Ici, on va plutôt être coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, tu vois. Et moi, ça m'inspire beaucoup, ça me parle. C'est des choses qui résonnent en moi. Et donc, je peux dire, tiens, je vais prendre de ça. Les gens passent leur temps à dire, ouais, mais j'aurai jamais le temps de faire tout ça. Alors, il y a des choses qu'il faut expérimenter quand c'est physique. Mais tu peux aussi prendre des expériences des autres, en lisant des livres, en écoutant des ouvrages, en posant des questions aussi. Moi, j'ai fait tellement d'interactions et souvent, je passais mon temps à leur dire, raconte-moi ta vie. Il y a forcément un truc, en plus de mieux te connaître et mieux te ressentir, pour savoir si on a des points communs ou pas, bah, je vais en apprendre sur toi, en fait, littéralement. Donc, par exemple, le voyage, je peux donner un avant-goût sur mon expérience. Moi qui a cherché l'expérience, mais jusqu'au bout, en partant avec 500 euros, en vivant 4 mois tout seul à l'aventure. Mm. C'est drôle parce que justement en cours de philo on disait que le plus bel amour c'était de chercher constamment à connaître l'autre Oui. et de par conséquent ne jamais prendre pour acquis parce que on pense connaître par cœur sur le bout des doigts tous ceux qui nous entourent et tous ceux qui sont les plus proches de nous alors qu'en vérité une personne, un être humain est si complexe qu'il change constamment et donc il y a constamment des choses à apprendre sur lui. Et le problème justement que j'ai avec ce concept d'identité, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment se connaître soi si on change constamment de par nos expériences, nos interactions, les gens qu'on connaît et tout ce qu'on peut faire dans notre vie. Et comment est-ce qu'on peut vraiment penser connaître l'autre? Alors, quand on n'est pas sûr de soi, encore une fois, le voyage, ça ne ment à personne. Dans le sens où j'ai rencontré beaucoup de voyageurs dans mon passage et j'ai vite vu que des gens étaient incroyables sur le moment et qu'avant, ils n'étaient pas du tout pareils. J'ai vu des petites filles adorables, elles m'ont dit elles-mêmes qu'elles étaient ultra timides. Et là, ça faisait 5 mois qu'elles voyageaient et je ressentais une sorte d'aura de choses qu'elles ont pu développer en bougeant, parlant. Alors que c'était, elles-mêmes, elles me disaient il y a 5 mois, mais c'était inimaginable là, que je te parle à toi comme ça dehors, à 5h du mat dehors. Et que je te raconte tout ce que je viens de faire avec fierté. Et j'étais super content pour elle, tu vois. Le voyage, pour moi, c'est justement, c'est pas fuir. Les gens voient ça pour fuir parce qu'en fait, ils projettent. Hein. Parce que eux, s'ils voyageraient, ce serait pour fuir justement la situation. Non. Encore une fois, l'intention est très importante. Dans tout travail, dans une quête personnelle sincère. D'accord? Spirituelle, peu importe. Tout ce qui est dans l'intérieur de soi, il faut être sincère et pas faire la veille dans certains trucs. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ok? C'est comme les couples. À vouloir cacher les petits problèmes, c'est vouloir cacher un camembert dans un placard. À un moment donné, ça va puer dans toute la pièce. Parce qu'il est toujours là le problème. Bref. En fait, ton environnement, quand tu comprends que ça façonne ton identité, ça limite tes perceptions, la meilleure façon de casser les automatismes, c'est de quitter cet endroit-là. Là, je te parle comme ça, mais peut-être que si on était dans ma banlieue, ça m'aurait inconsciemment bridé un peu. Jamais de la vie, je m'exprimerais peut-être comme ça avec ma famille, par exemple. Ou avec cette personne du lycée qui m'ont vu dans un moment précis, peut-être j'étais au plus bas, et dans leur tête, ils vont me montrer qu'ils ont que cette image-là de moi. Ça, c'est des comportements très toxiques en code social, malheureusement, et ils refusent l'idée que tu évolues. Et toi, ils créent une corde où tu es tellement soumis à la situation que tu vas leur donner raison, malheureusement. Par contre, quelqu'un qui est réellement conventionnel va briser ça, et va pas avoir peur du conflit, et leur dire, littéralement, dégagez en fait. Parce que l'idée que vous aviez de moi n'est plus le cas, et si vous n'êtes pas content, en fait, va te faire foutre. Beaucoup de gens, souvent, restent avec des gens
parce qu'ils sont gentils, mais vas-y, bah écoute, c'est ton choix. Mais viens pas te plaindre après. Pour revenir à ma parenthèse, pardon, enfin, fin de la parenthèse, se perdre, c'est nécessaire par moment. Parce que, encore une fois, tu vois, toi, tu te laisses surprendre. J'ai vu des choses, des facettes de moi, j'aurais jamais pu imaginer quand j'étais en Thaïlande. Et, et je me suis dit, waouh. Parce qu'en fait, en étant loin, c'est comme si tu recommençais la vie à zéro. Tu renais. Du coup, j'ai testé des trucs que j'aurais jamais testé ici. Ah ouais, non, heureusement, j'ai pas testé ici parce que c'est pas moi. Pour moi, il y a des choses, mais c'est clairement moi. Pourquoi je l'ai pas fait? Et l'idée, c'est pas de se connaître soi-même et cette version de toi, la laisser là-bas. C'est de l'importer jusqu'ici. Après, il y a des difficultés parce qu'il y a des choses, malheureusement. Par exemple, dire bonjour à tout le monde avec un sourire. Quand je suis venu, j'ai voulu le faire, je me suis pris beaucoup de vent. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le meilleur lieu pour faire ça. Malheureusement. Mais par contre, il y a des choses, c'est toujours le cas. Je dis toujours plus oui que non. Même si, des fois, j'ai pas la vision, mais vas-y, je reste ouvert à l'idée que je peux être gagnant de la situation. J'ai un peu le FOMO hein, de base, hein, mais voilà. C'est drôle parce que du coup, tu sais que j'ai des origines brésiliennes et en fait, Oui. c'est ce que je t'avais dit. En France, je me sens très brésilienne, au Brésil, je me sens française. Et justement, le parfait exemple est que j'arrive dans n'importe quel endroit et je suis en mode bonjour, telle une malade mentale. Et en fait, les Parisiens me regardent en mode. En fait, ils me regardent pas. Donc, c'est clair. Et en fait, je suis là et en fait, j'ai déjà eu cette conversation avec beaucoup de personnes et je leur ai toujours dit bah. Je préfère beaucoup plus continuer à être la personne solaire que je suis et me prendre des vents que en fait m'adapter à cette négativité et en fait à cette personnalité ou à ces valeurs qui ne me correspondent pas et que je n'admire pas. Tu ne subis pas. Exact. Et tu es légitime de te dire, est-ce que ça vaut la peine de s'adapter ou pas? Mm. C'est pour ça que, par exemple, quand quelqu'un est persuadé que je suis arrogant, elle l'affirme. Elle n'ose même pas me poser, elle me l'affirme directement. Bon, c'est la personne. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans cette vidéo-là. Quand vous vous présentez et que quelqu'un vous fait un Oh, excuse-nous! En fait, c'est assez profond. Alors peut-être que je typifie beaucoup trop la scène, mais vous me dites ce que vous en pensez. Elle se permet déjà de vouloir te faire croire que tu te la racontes. Elle te rabaisse un peu. Et en fait, elle te projette son seum, en fait. Moi, je dirais qu'elle se rabaisse elle-même en disant ça. Et elle se rabaisse elle-même aussi. Mais du coup, ta réaction est légitime de mal le prendre un peu et te dire pourquoi tu réagis comme ça. Alors ça crée un malaise hein, parce qu'elle ne s'attend pas du tout. En général, les minorités se soumettent à la majorité, hélas. Et donc on va faire oh non, pas du tout, je ne vais pas me raconter. Ou sinon on va dire des phrases, des petits tics. C'est pas pour la raconter, hein, ou je vais paraître arrogante. Tu vois, des phrases comme ça, mais on devrait pas. Si tu veux aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, quand tu es une identité unique, toi-même, c'est mathématique que tu ne plairas pas à tout le monde. Il y a même des gens qui vont te détester. À vouloir plaire à tout le monde, tu n'es rien. Parce qu'à vouloir te fondre dans la masse, bah, tu fonds et tu disparais. Et en fait, je trouve ça très beau, des fois, d'être là face à des gens et dire « Ah non, je suis pas du tout d'accord. » Ok, bah écoute, ça me va très bien. Bonne soirée. Avoir de l'XP altercation. Alors je dis pas de vouloir tirer le col des gens, mais c'est nécessaire parce que déjà, ça montre si c'était quelqu'un qui flippe en situation de stress ou pas. C'est facile de parler d'identité, mais mettez-moi au challenge d'être face à quelqu'un. Ça se trouve, je vais me travestir et faire ah oui, je suis d'accord avec toi, alors que pas du tout. Non. Et personne t'a envoyé d'être ami et kiffer avec tout le monde. Tu peux être cordial, bien t'entendre. Les situations les plus propices, intéressantes pour ça, c'est les vernissages, par exemple, où tu veux réseauter. Ok, toi, t'es une entreprise de toilettes, moi, une entreprise de fast-food. On n'a rien à voir en commun. Donc, on va pas forcer à trouver un truc. Bon, bah, ok, intéressant. Bah, vas-y, bonne soirée, moi, je vais faire un autre contact. Parce que le temps que tu perds à te travestir, à chercher à forcer le puzzle qui n'a pas la même pièce, bah, c'est du temps potentiellement perdu avec d'autres. Je suis pas forcément d'accord. Parce que ça veut dire que tu te dédouanerais de la possibilité de sortir de ta zone de confort et d'apprendre de l'autre qui est justement ton opposé. Si tu vas que vers les personnes qui te ressemblent et que vers les pièces de puzzle qui vont exactement aller ensemble, tu vas rien apprendre et tu vas pas sortir de ta zone de confort. C'est pour ça que la nuance est là. Je ne parle pas de parler juste avec des gens qui te ressemblent. Je parle avec des gens, je t'invite à parler avec des gens qui ont une même intention que toi. Parce que, selon le contexte, bien sûr, si tu veux faire de la charité, oui. Mais si tu veux créer une connexion profonde ou par rapport à un intérêt, par exemple,
Tu m'as appelé pour un podcast parce que j'aime parler. Tu vas pas appeler quelqu'un qui n'aime pas s'exprimer, qui a peur des caméras. On est bien d'accord? Ok. Tout est question de contexte. Donc là, ta question, c'est tu cherches à aller vers les gens, si tu veux apprendre de toi, voilà. Dans les rencontres en général, oui, ta phrase est totalement valable. Moi, je te parle dans des cas bien précis, où souvent on veut créer une connexion profonde avec quelqu'un qui n'a pas fait sa connexion profonde avec elle-même. Est-ce que tout doit être connexion profonde? Pas forcément. Tu peux très bien en soirée, si je t'avais rencontré par exemple à la fête, on aurait juste dansé, on aurait juste parlé avec notre corps. On n'aurait pas forcément parlé. Donc non, je parle juste des gens que souvent, j'entends cette tendance où les gens disent « Ah, j'ai besoin de ressentir des trucs un peu plus profonds, qui changent, moins dans la routine. » Ben voilà, je réponds à cette problématique-là, moi, justement. Et ça change beaucoup. Un de mes derniers élèves avec qui j'avais développé son physique, mais j'avais compris que le mental allait jouer beaucoup, parce que pour moi, l'identité joue beaucoup. D'ailleurs, si j'ai réussi à avoir mes résultats assez rapidement, c'est parce que j'avais fait ce travail de fond. C'est pas une vidéo sportive, c'est pas un programme qui m'a fait ce physique-là, je vous l'assure. Alors c'est vraiment un tout. De l'auto-hypnose, une réelle volonté, plein de choses. Et en plus, le stress, par exemple, quand tu es stressé, ça impacte beaucoup ta vie en général, hein, ta peau, on parle d'elle-même, hein, au passage. Et tout dépend du contexte, encore une fois. Mais par contre, il faut juste être clair. Par exemple, voilà, je vais faire un petit fil rouge. Déjà, si on devait faire une image, imaginons tu te jettes, comme dans la vie te jette en fait, tu n'as pas choisi de naître, hein, dans une rivière. Il faut d'abord comprendre l'influence. Donc tu es dans un courant, la vie, etc. D'accord? Puis il y a la conscience. Cette étape-là, déjà, on perd 80% des gens. Les gens veulent directement à la fin. Mais déjà, il faut conscientiser les choses. Donc déjà, tu ouvres les yeux. Ok? Puis tu vas devoir faire un choix. La vie sans choix, bah, c'est pas une vie en fait, menée. C'est comme dans les jeux vidéo, c'est un truc random, on t'envoie. Tu choisis le choix de quelqu'un. Mais c'est pas toi qui as créé ta propre voie. Donc en gros, tu nages, le choix. Puis, la direction. Et les directions, tout part d'une bonne question. Une bonne question va forcément donner de bonnes réponses et va même donner d'autres questions. C'est une question qui ouvre. C'est pas une question figée. Donc si tu me poses la question, est-ce que Rami, je suis quelqu'un de bien ou non? C'est une question pourrie. Forcément, je vais te donner une réponse pourrie. Quand quelqu'un me dit, Rami, tu fais quoi à la salle pour avoir ce physique-là? C'est pourri, c'est dommage. Demande-moi, quel état mental as-tu eu pour... Bon, j'avoue, c'est la question parfaite, mais là, je t'avoue, je vais te donner des questions de ouf. Enfin, des réponses de ouf, pardon. Des questions qui ouvrent. Souvent, on remet en question les réponses plein de fois, mais en gros, on se plaint des conséquences, pardon, tout en alimentant la cause. Donc je parle encore une fois, moi je vais pas dans le sens du poil, je pourrais donner des réponses toutes faites qui viennent de moi. Mais ça serait pas rendre service les gens, ça serait faire comme tout ce qui se fait sur internet, c'est-à-dire motiver un peu. Je dis revenez à la base, oui c'est pas drôle, c'est chiant, mais mon Dieu que ça te sera bénéfique. Donc j'invite les gens à prendre leur courage entre deux mains et à regarder qui elle ou il est réellement. Et ça se fait uniquement dans le silence, j'ai bien dit uniquement, ou du moins en grande partie, pardon. En grande partie du travail, ça se fait dans le silence. C'est pas avec de la musique, c'est pas avec des bruits. Non, c'est dans le silence. Et dans l'ennui. Pas quand tu es en train de faire un truc, en train de faire le ménage. Non. Et si tu passais une étape au-dessus, le voyage, c'est le diplôme pour la vie. Encore une fois, j'ai vu aucune contradiction. Je te dis pas de faire le même voyage que moi. Copier-coller, non. Mais un truc où est-ce que tu serais la même personne dans un référentiel où tu sais que personne ne te jugerait. Les gens sont eux-mêmes si ils n'avaient pas les normes sociales, les malaises, les trucs qui peuvent les déranger. Et dans quelle situation ils aiment être eux-mêmes et faire ça? C'est en soirée, sous alcool. J'adore, je suis plus jovial, je parle à tout le monde. Et quand ils sont non alcoolisés, je leur dis t'aimerais pas être sociable? Ils sont un peu dans le déni, non, je m'en fous. Bah pourquoi tu te bourres alors? Si tu t'en fous. Cohérence, action, parole. Ok? Donc, souvent, les gens veulent me contredire, me disent bah non, bah non. Mais en fait, ton intention, tu vois, encore une fois, c'est une question d'intention. Moi, il y a des choses qui me déplaisent quand j'écoute certaines personnes qui m'ont inspiré. Ça me touche le cœur. Quand j'entends Diogène, l'homme le plus fort de l'intérieur, ça m'inspire. Il y a des années-lumière de moi. Mais mon intention, c'est d'être un peu dans le côté de l'élève. Il m'inspire, j'écoute, je prends note.
Rami, si tu devais donner une action concrète pour tes auditeurs, Oui. ce serait laquelle? Celle que j'ai dit précédemment. Se mettre 1 heure maintenant, dès ce soir, si possible. Pas demain, pas après-demain. Parce que déjà, si t'as pensé à demain, après-demain, c'est déjà mort. Dès ce soir, dès après cette vidéo-là, bien sûr, si le contexte le permet, j'espère, de faire le fameux 1 heure à rien faire. Avec le chrono, t'as juste à appuyer sur ton téléphone pour voir le chrono, c'est tout, pas plus. Et Rami, si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle? Avant de la dire, j'aimerais juste préciser, après les 1 heure, savoir comment tu te sens, te questionner. Si t'as juste fait 1 heure, allez hop, scrolling, c'est dommage. Voilà. Ma phrase philosophique, je dirais, ça serait la suivante. Du moins, ce serait cohérent avec ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Comprendre ce qui me construit pour choisir qui je deviens. Rami, je te vois de la part de Lika. Je te vois. Merci. Merci Thomas. Parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.